triche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Cinzia Zanetti. Cinzia Zanetti, Faculté des sciences sociales et politiques, Institut de psychologie, psychologue social. Potentiellement, nous sommes tous et toutes des tricheurs et des tricheuses parce qu'il y a des facteurs contextuels qui peuvent favoriser ou inhiber ce type de comportement. Je me suis intéressée à plusieurs domaines. Alors c'est vrai que selon l'étude que nous avons menée dans le cadre de mes recherches, j'ai beaucoup investigué la tricherie scolaire académique, mais pas seulement. J'ai réalisé des études ayant comme sujet des tricheries dans tout domaine, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau, je sais pas, des évasions fiscales, voilà, différents types de triches. Il y a des mécanismes qui peuvent être typiques à l'école, mais souvent, lorsqu'on parle de triche individuelle collective, ces mécanismes, on peut les retrouver dans tout autre domaine. La littérature montre qu'il y a des facteurs individuels qui poussent à la triche, la motivation qu'on adopte, les valeurs auxquelles on adhère, ou aussi des caractéristiques de personnalité. Mais en tant que psychologue social, je m'intéresse aux facteurs contextuels qui peuvent favoriser ou inhiber ce type de comportement. Et ce qu'on voit, les études le montrent de manière empirique, c'est qu'il y a des facteurs contextuels qui peuvent favoriser ce type de comportement, bien qu'il n'y ait pas forcément de propension en termes de facteurs individuels à la triche. Donc, des contextes, par exemple, riches en compétition, riches en pression à performer, des contextes qui ont un focus sur le résultat. Par exemple, là, je pense à une compétition sportive, par exemple, en prix. Si je pense à l'école, c'est les notes. Si je pense en contexte professionnel, c'est des résultats en termes de production ou des résultats en termes de gains. Sont tous des éléments qui peuvent induire des personnes ou des groupes à tricher. Tu triches. On sait que pour toute action, malhonnête ou pas malhonnête, l'être humain réfléchit aux coûts que l'action implique. Ces coûts, ça peut être le temps, l'effort, l'énergie ou les conséquences. Quand on réalise une action malhonnête, il y a deux types de coûts principaux. Les coûts réels, est-ce que je vais être attrapé, est-ce que je vais être puni, est-ce que je vais avoir des conséquences négatives suite à mon action. Si on pense à l'école, ça peut être l'expulsion. Si on pense au niveau professionnel, ça peut être le fait d'être viré. Mais il y a aussi les coûts qu'on appelle des coûts moraux. Et c'est la particularité justement des actions immorales ou malhonnêtes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose qu'on sait être mal, être mauvais, on met un petit peu en quelque sorte en péril l'image que nous avons de nous-mêmes en tant que personne morale et honnête. Et du coup, lorsque on fait une action, il y a ces deux coûts qui doivent être gérés. Donc, la littérature montre que lorsque les coûts réels, la punition, les conséquences négatives sont élevées, et bien évidemment, il est moins probable qu'on va faire une action malhonnête. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que en absence de coûts réels, donc si on n'a aucune conséquence, c'est pas du tout possible d'être attrapé, c'est pas possible de avoir des répercussions négatives, les gens ne trichent pas jusqu'au maximum de ce qu'ils pourraient tricher. Et ça parle justement de l'importance des coûts moraux, parce que bien qu'il n'y ait pas de conséquences réelles, il y a quand même cette gestion du concept de soi, de l'image que nous avons de nous-mêmes, qui est très importante. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte lorsqu'on agit de manière malhonnête, parce qu'il faut gérer ces types de coûts. Il n'y a pas que les coûts effectivement réels qui peuvent inhiber, mais il y a aussi les coûts moraux, selon certains facteurs qui peuvent faire que ces coûts sont plus ou moins importants, qui sont évalués lorsqu'on agit malhonnêtement et qui peuvent empêcher justement de faire une action ou favoriser cette action s'ils sont réduits. Quand on parle de gestion des coûts moraux,
dans la littérature sur ce sujet, on a souvent deux grandes théories qui ressortent. Une première théorie est la théorie du désengagement moral. Donc, c'est une théorie qui implique que lorsqu'on fait une action malhonnête, pour maintenir le concept de soi et pas être dans un état d'inconfort, ce qu'on appelle la dissonance éthique, donc on fait quelque chose de mal, mais on sait que c'est mal et du coup, on est un petit peu en inconfort, en tension. Donc, pour gérer cette dissonance, il y a plusieurs mécanismes cognitifs, psychologiques qui peuvent être mis en place. Par exemple, la diffusion de la responsabilité ou par exemple, les justifications altruistes. « Ah, je l'ai fait, mais pour un but noble. » Par exemple, le fait de blâmer la victime. « Ah, mais je l'ai fait parce que mon professeur était vraiment vache. » Donc, ça explique la raison de ma triche. Par exemple, le fait de minimiser les conséquences. « Ah, mais j'ai juste triché sur un problème. La totalité de l'examen, je l'ai fait. » Donc voilà, plusieurs mécanismes qui nous permettent de gérer a posteriori, mais aussi a priori, si on les met en place avant, notre action malhonnête. Une autre théorie dans le domaine de la gestion de la moralité est celle qu'on appelle la théorie du maintien du concept de soi. C'est-à-dire que les auteurs et autrices qui ont établi cette théorie postulent qu'il y a deux motivations que l'être humain a dans ces situations, le fait de profiter d'une triche et le fait de continuer à se considérer comme personne morale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Le fait de tricher juste un petit peu permet de ne pas avoir besoin de réactualiser l'image de soi-même et de ne pas expérimenter la dissonance cognitive. Donc, le fait d'être en tension parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais en réalité, je sais que je ne pouvais pas le faire. Et que le fait de tricher juste un peu permet de continuer à se considérer comme une personne bien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux facteurs principaux qui impactent cette zone dans laquelle on peut tricher et s'en sortir indemne, on va dire. Un, c'est la malléabilité de l'action, donc qui fait appel à la ambiguïté de la situation. Si je fais une action qui peut être réinterprétée d'une manière opportuniste, ça va être beaucoup plus facile. Par exemple, une problématique qu'ont les entreprises, c'est les vols des employés. Il y a des vols du matériel du bureau, des feuilles, d'agrafeuses, de matériel qui engendre un coût important pour l'entreprise. Il y a vraiment des articles qui mentionnent le montant des coûts. Et souvent, là, il s'agit d'actions qui peuvent être réinterprétées. C'est comme si vous empruntez un stylo à un ami et puis vous ne le redonnez pas. Ce stylo-là, coûte de l'argent. Donc, vous n'irez pas prendre directement l'argent du porte-monnaie de votre ami parce que là, ce serait du vol. Mais voler, entre guillemets, une stylo, vous pouvez réinterpréter « Ah, mais c'est mon ami, j'ai juste emprunté un stylo. » Et c'est qu'un stylo. Et un autre facteur qui est aussi très important, c'est l'attention aux standards moraux. C'est-à-dire que si dans le contexte, on a une culture d'honnêteté qui est vraiment présente, lorsque je triche, je suis consciente de ce que je suis en train de faire. Alors que si le contexte est un contexte ambigu où on ne sait pas bien qu'est-ce qui est défini comme triche ou pas, et qu'il n'y a pas une science de la moralité, une culture de la moralité, à ce moment-là, je peux plus facilement tricher sans me poser de questions. Et là, on n'a pas besoin de mettre en place d'autres mécanismes parce que je triche d'une manière très facile. Je m'appelle Cinzia Zanetti, je suis docteure en psychologie sociale et je suis chargée de recherche et d'enseignement au sein de l'UNI. Nous avons réalisé une étude où nous avons interviewé des personnes qui ont triché à l'école. Il y a différentes raisons qui ont poussé les gens à tricher, donc la peur de l'échec, l'envie de mieux réussir, etc. Mais une des raisons est le besoin d'être rassuré. Qui fait appel à ce sentiment d'auto-efficacité? Le besoin d'être rassuré dans ses propres compétences, connaissances, lorsque on n'a pas beaucoup confiance en nous, dans nos capacités, mais aussi en nous, dans la gestion peut-être de l'examen. Est-ce que je vais oublier certaines formules? Est-ce que je vais oublier un certain type de contenu?
Et ce sentiment d'auto-efficacité est un sentiment qui est spécifique en situation donnée. Donc, on n'est pas en train de parler d'estime de soi ou confiance en soi d'une manière globale. On parle vraiment d'une perception de sa propre capacité, de sa propre compétence pour une situation donnée. Et on voit dans la littérature que les personnes qui ont un faible sentiment d'auto-efficacité, donc qui se sentent peu capables dans une situation spécifique, qui n'ont pas confiance dans leur propre capacité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour atteindre une but extrinsèque, c'est surtout en lien avec un certain type de motivation, ils vont tricher. Le fait de tricher, le fait d'agir malhonnêtement, souvent est fait pour une raison. Et cette raison diffère des contextes. Ça peut être aussi, et ça on voit souvent quand on triche en groupe, le but, ça peut être aussi faire partie du groupe. Donc je triche parce que sinon je vais être vue comme une déviante. Il y a des facteurs individuels qui inhibent le comportement de tricherie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, effectivement, qui, malgré des facteurs contextuels, peuvent ne pas tricher ou qui n'arrivent pas à tricher pour tout un tas de raisons. Lorsque la norme descriptive en vigueur dans un contexte est en faveur de la triche, donc quand on parle de norme descriptive, c'est vraiment le comportement des autres, des pairs, des personnes qui nous entourent, est en faveur de la triche, la personne qui ne triche pas peut être considérée comme une personne déviante. On regarde par exemple à l'école, si toute la classe triche, il y a juste une personne, une élève qui ne triche pas, oui, cette personne pourrait subir des répercussions pour ne pas avoir intégré le groupe ou la norme existante du groupe. Donc, selon le contexte et selon la norme descriptive qui est en vigueur, oui, on pourrait pointer du doigt une personne qui ne triche pas. D'ailleurs, un élément que nous avons vu dans nos études et qu'on voit aussi dans la littérature, qui est très important lorsqu'on parle de triche, c'est l'existence d'une norme en faveur de la triche ou une norme en faveur de l'honnêteté. La norme et la culture qui est en vigueur dans une situation peut impacter le choix de comportement de la personne ou du groupe, indépendamment de la norme prescriptive, donc de ce qui serait bien de faire ou pas faire. Donc on sait que tricher, ce n'est pas moralement, c'est inacceptable, mais si tout le monde le fait, ce comportement du coup a un support normatif et c'est beaucoup plus facile de ne pas se questionner, de ne pas remettre en cause ses standards moraux et du coup de le faire sans être impacté au niveau de l'image de soi. Lorsque nous sommes en groupe, on a ce qu'on appelle un mécanisme de désengagement moral qui s'appelle la diffusion de la responsabilité, la dilution de la responsabilité. Lorsque nous sommes plusieurs à commettre une action malhonnête, je ne suis pas la seule à porter toute la responsabilité pour l'action et la responsabilité en quelque sorte divisée, partagée parmi les membres du groupe. Donc, je me sentirai moins responsable, moins concernée par cette action et du coup, ce sera plus facile de, en quelque sorte, réaliser cette action ou la justifier par la suite. Alors la tricherie collective a une particularité qui est justement le fait que souvent elle est évaluée plus positivement par rapport à la triche individuelle parce que la triche collective a aussi un caractère social, c'est-à-dire souvent on peut tricher pour les autres, avec les autres, on peut avoir un but qui est altruiste, c'est quelque chose de sympa qu'on peut faire entre amis, c'est quelque chose qu'on fait dans une but de cohésion, de solidarité, de loyauté par rapport au groupe, donc il y a une composante pro-sociale, altruiste, morale en quelque sorte, qui vient un petit peu atténuer la gravité de la situation. Et ça fait aussi appel à un autre mécanisme de désengagement moral qui est justement la justification morale ou la justification altruiste qui nous permet de faire quelque chose de mal ou de malhonnête parce que les raisons qui nous poussent à le faire, c'est des raisons morales. Donc c'est l'aide à autrui, c'est l'entraide entre membres du groupe, c'est la solidarité, etc. Lors des études que vous menez, est-ce facile de trouver des sujets qui acceptent de témoigner à propos de leur propre tricherie et qui donc acceptent d'avouer ?
Comme je le dis souvent, étant donné que je me suis intéressée à la tricherie collective et que la tricherie collective est évaluée plus positivement et que souvent on peut parler des tricheries collectives qui ont eu pour but d'aider quelqu'un, ce n'a pas été si difficile de trouver des personnes. Du fait qu'on se sent moins responsable et moins concerné, et surtout que parfois on le fait pour aider autrui, on peut se sentir moins coupable. Et nous avons fait des études dans ce sens où nous avons demandé à des personnes via des sites de sondage en ligne, parce que les sites de sondage en ligne, c'est aussi un moyen que nous utilisons pour faire des recherches, par exemple. Nous avons demandé aux personnes de nous raconter des épisodes de triche, soit individuels, soit collectifs, dans tout domaine. Donc pas que académique et scolaire, mais aussi au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau de la vie de tous les jours. Et nous avons vu que les personnes qui reportaient des épisodes de triche collective se disaient moins responsables et aussi moins coupables, et que le sentiment de culpabilité était plus faible de par le fait que les gens se sentaient moins responsables. Donc, c'est vraiment un mécanisme que nous avons pu voir dans nos études et qui fait appel à ce mécanisme de désengagement moral qui est la diffusion de la responsabilité et qui fait que, émotionnellement aussi, on peut ressentir moins de culpabilité, à l'occurrence aussi moins de honte. Nous avons trouvé les deux effets lorsque nous sommes dans une situation collective. Le fait de reconnaître sa propre responsabilité dans l'action implique forcément un impact moral. Et ça, c'est compliqué parce que tout le monde peut avoir la capacité d'avouer si on reconnaît l'action, mais souvent, pour pouvoir continuer à se regarder dans le miroir et se dire « Waouh, je suis une personne honnête, transparente, morale », il faut mettre en place ces mécanismes de gestion morale parce que sinon, c'est difficile de continuer à se considérer dans ce sens. Je m'appelle Cinzia Zanetti, je suis docteure en psychologie sociale. Je suis chargée de recherche auprès de l'Université de Lausanne. C'est vrai que tu triches. Quand je parle de tricherie, je parle plutôt des personnes qui décident consciemment d'enfreindre une règle établie pour un bénéfice personnel ou collectif. Il y a des cas de tricherie qui sont plutôt liés à la rébellion, la réactance. La réactance est une tension que nous pouvons ressentir lorsque, par exemple, nous avons l'impression que nous sommes restreints dans notre liberté, souvent dans des relations de pouvoir, comme typique d'une entreprise, donc où la hiérarchie pourrait nous restreindre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tout mettre en œuvre pour rétablir notre propre liberté. Et pour ce faire, on va souvent faire des choses contraires à ce qu'on devrait faire. Et ce sentiment justement d'injustice, ça peut pousser à tricher parce qu'on trouve que la situation n'est pas correcte. Il y a beaucoup de triches que les personnes m'ont racontées qui sont des triches en réaction à un comportement d'autrui. Et ça, c'est aussi un mécanisme de désengagement moral très puissant parce qu'on justifie notre propre action par le comportement d'autrui qui on peut considérer comme victime. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais le prof était trop sévère, c'est à cause de lui si j'ai triché. » Ah, mais mon chef, il est injuste, il nous met trop d'heures, il nous fait travailler d'une manière avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, donc à cause de lui, je suis obligée de tricher. Et ce mécanisme est très puissant parce que non seulement on justifie notre propre action via le comportement d'autrui, donc c'est la conséquence d'eux, mais aussi ce type de mécanisme nous fait paraître comme une personne encore plus morale. Ce mécanisme nous permet de justifier notre action et en même temps, nous nous en sortons encore mieux qu'avant. C'est un peu une tricherie envers soi-même. Tous ces mécanismes de gestion morale sont vraiment des mécanismes en quelque sorte inconscients qui font que on ne va pas processer, on va dire, de manière consciente l'acte qu'on va faire. Donc c'est en quelque sorte, oui, nous sommes en train de tricher envers nous-mêmes. Je triche une fois, je ne me fais pas prendre. Je triche une deuxième fois, je ne me fais pas prendre. Est-ce qu'on peut se sentir grisé finalement par le fait qu'il n'y a pas de sanction ? Est-ce que ça peut nous pousser à tricher davantage et finalement à tricher encore plus fort ? Oui, tout à fait. La littérature dans le domaine de la malhonnêteté au sens large
montrent que souvent, les triches sont répétées. Il y a des études qui montrent que certaines personnes qui trichent à l'école auront plus tendance à tricher en milieu professionnel après. On parle souvent de slippery slope, donc d'une pente glissante associée à la tricherie, à la corruption, à tous ces comportements immoraux. C'est-à-dire qu'une première petite action peut rendre plus facile la suite d'actions. D'une part parce qu'on s'en sort indemne, c'est-à-dire on n'a pas de conséquences, et d'autre part aussi parce que c'est un peu comme la théorie de l'engagement, c'est-à-dire on a déjà fait quelque chose, du coup on souffre un peu moins la fois d'après parce que la gestion morale, on l'a déjà faite pour la première action. Donc oui, il peut y être une chaîne de triche, c'est-à-dire qui vient de plus en plus puissante. Donc on glisse de plus en plus dans cette pente glissante de la tricherie parce que effectivement, les premières actions donnent une sorte de base, de fondation où on gère toute la moralité associée qui font qu'on se questionne beaucoup moins sur les actes suivants. C'est très important d'être conscient et consciente que le contexte a un impact énorme sur le choix du comportement en faveur ou en défaveur de la triche. En tant qu'école, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation sportive, il serait important de réfléchir à quel type de motivation nous sommes en train d'induire auprès des personnes. Est-ce que c'est une motivation qui est purement focalisée sur le résultat, sur la performance, sur être le meilleur, la meilleure, ou est-ce que c'est plutôt une motivation qui prime l'effort, etc. Donc déjà, on peut agir de manière préventive sur les caractéristiques du contexte qui peuvent pousser à adopter un certain type de motivation ou adopter un certain type de valeur aussi. Une manière d'agir de manière préventive, c'est aussi de mettre en place ce qu'on appelle une culture de l'honnêteté. Une culture de l'honnêteté permet, via par exemple la signature d'une charte qui met en avant certains types de valeurs, un certain type de transparence, d'honnêteté, la signature de code d'honneur, on voit que ce type de technique rend saillant les standards moraux des personnes. C'est-à-dire que si je sais exactement ce qui est attendu en termes d'honnêteté, ce qui est considéré aussi comme triche, donc on voit aussi que la situation ne doit pas être ambiguë pour justement éviter que les personnes puissent un petit peu réinterpréter les limites de leur action et dire « Ah, mais fondamentalement, c'était pas vraiment de la triche. J'ai juste emprunté un paquet de feuilles à mon entreprise ou j'ai juste emprunté une agrafeuse. » Donc voilà, ce n'est pas vraiment du vol. Donc l'ambiguïté de la situation peut être contrée, entre guillemets, avec une culture qui est très claire sur ce qui est attendu, ce qui est défini comme une action honnête et malhonnête. Et ces types de cultures permettent aussi effectivement aux personnes d'avoir leurs standards moraux toujours un petit peu allumés. Et du coup, lorsqu'on fait une action, on la fait en connaissance de cause, avec une conscience qui va faire que ça va être beaucoup plus facile de la justifier a priori ou a posteriori. Mais ce qui implique aussi que l'entreprise, une direction qui va justement veiller à ça et qui va établir un code d'honneur, une charte d'honnêteté, devra elle aussi être absolument irréprochable. Bien sûr, il est très important, notamment quand on parle d'entreprise et de tout ce scandale qui, on fait la une des journaux montrant des fraudes collectives au niveau des entreprises. Il est très important que la hiérarchie, les leaders, soient une modèle d'honnêteté. Parce que ce que les autres font, la norme descriptive, donc vraiment le comportement soit de nos collègues, donc de nos pairs, soit des modèles qu'on devrait suivre, ont un impact vraiment énorme sur le comportement individuel ou collectif. Et si les leaders ou la hiérarchie au sens large montrent qu'il est possible d'agir de manière malhonnête et que cela peut devenir une norme, bien évidemment que cela va favoriser l'émergence et aussi l'installation chronique, on va dire, de ce type de comportement à l'école, dans des entreprises ou dans toute autre organisation. Tu triches. Vous, il vous arrivez de tricher dans votre vie, Cinzia Zenetti ? Oui.
souvent, on s'intéresse à des arguments en tant que chercheurs, chercheuses qui peuvent avoir fait partie de notre vie. Alors oui, je pense comme 90% des étudiants et étudiantes, à l'école, il m'est arrivé de faire des petits anti-sèches pour ne pas oublier certaines formules mathématiques, par exemple. Donc ça, c'est tout un autre argument, parce que souvent, quand on prépare des anti-sèches, on prépare des feuilles, souvent, on n'a plus besoin de tricher parce qu'on met tellement d'énergie à préparer ces petits documents de support à nos examens que finalement, on n'en a plus besoin. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.